pourquoi vous vous êtes engagé en politique et plus particulièrement sur une municipalité comme Ramonville-Sainte-Agne. Qu'est-ce qui fait que voilà, vous avez envie de faire de la politique? Alors, merci de m'accorder cette interview déjà. Alors, la première chose, c'est que la politique, c'est quelque part une histoire de famille. Moi, je suis fille de réfugiés politiques hongrois qui ont vécu l'invasion nazie à Budapest, puis les Russes, et puis qui ont fait le choix pour leur liberté de quitter leur pays et d'arriver en France, le 14 juillet 1965, au son de la Marseillaise, voilà. Pour pouvoir vivre librement, s'exprimer librement, faire un travail librement. Donc ça fait partie de mon ADN quelque part. Ensuite, j'ai essentiellement un engagement local pour ma ville, parce que c'est une ville dans laquelle j'ai fait le choix d'habiter lorsque je suis arrivée en région toulousaine. Une ville que j'aime, qui a un cadre de vie que je souhaite préserver. Et voilà essentiellement les motivations qui me conduisent à m'engager pour ma ville. On observe quand même depuis quelques années une forme de désaffection pour la politique, notamment pour le rôle des maires, puisqu'ils sont confrontés à pas mal de difficultés, à l'insécurité, parfois une complexité administrative, et puis aussi à la perte d'un certain nombre de compétences dues aux intercommunalités. Quel est votre regard sur cette situation? Est-ce que vous pensez qu'encore un maire peut améliorer la vie quotidienne de ses concitoyens? Alors, j'ai presque l'avis contraire. Je pense que dans les engagements politiques, l'engagement pour la politique locale, c'est celui où on a le plus de manettes. C'est effectivement là où on a une action locale directe sur la vie des habitants, sur la construction d'une école, sur la mobilité, sur le cadre de vie. Et justement, mon engagement local, il vient du fait que c'est là où je pense que je peux être la plus utile. D'accord. Mais il y a quand même une forme de désaffection. On voit aujourd'hui de plus en plus de maires, soit ils ne renouvellent pas leur mandat, ou alors de moins en moins de candidats. Il y a des difficultés à trouver des candidats. Oui, mais malheureusement, le maire de Ramonville, je pense, va poursuivre et va chercher à se représenter pour la 4e fois, puisque ça fait déjà maintenant 18 ans qu'il est maire de Ramonville. On va en parler justement de Christophe Lubac, puisqu'il a un bilan, notamment un bilan environnemental. Il a engagé de nombreux travaux de rénovation écologique. Quelle est votre opinion sur ce sujet? Sur les grands travaux de rénovation énergétique, oui, bien sûr, mais il aurait fallu presque les commencer avant. Sur les mandats précédents, déjà, les groupes d'opposition poussaient pour qu'il y ait un bilan de la rénovation énergétique nécessaire des bâtiments publics. Qui n'a pas été fait. Sur l'éclairage public, je pense qu'on en reparlera, la ville de Ramonville a pris un retard très important par rapport à d'autres communes qui sont déjà engagées dans la rénovation, dans le changement des luminaires pour mettre des luminaires moins énergivores avec des luminaires qui puissent s'éteindre et se rallumer, etc. Oui, parce que là, ce qui a été proposé, ce qui a été fait, c'est ce qui a été fait d'ailleurs dans un grand nombre de communes, c'est d'éteindre à partir d'une certaine heure, c'est ça? Voilà. Mais cette extinction, elle est venue en fait un peu brutalement suite à l'augmentation du coût de l'énergie. Sans aucune concertation avec les habitants. Et il faut le dire, il y a un mouvement de mécontentement assez important chez les habitants. Pour certains, il y a un sentiment d'insécurité très présent lorsqu'il y a l'extinction de l'éclairage public. Et c'est pour ça que nous pensons que sur certaines zones de Ramonville, il faudrait déployer des luminaires intelligents, c'est-à-dire des luminaires qui s'éteignent avec une luminosité de 10% et qui se rallument au passage de quelqu'un pour permettre justement un éclairage intelligent tout en respectant effectivement des économies d'énergie. Justement, sur ces questions de démocratie participative, parce que ça aussi c'est un peu la marque qu'a voulu mettre en œuvre le maire de Ramonville, des méthodes de concertation, des méthodes de participation. Est-ce que là aussi, c'est une démarche qui vous semble saine et c'est une démarche dans laquelle vous seriez prête à vous engager? Bon, la première démocratie dans une commune, c'est la démocratie représentative. Et pardon, mais en 2020, il y a eu des élections municipales avec des représentants qui ont été élus par un grand nombre d'électeurs qui se sont rendus aux urnes. Et donc, la première des choses, c'est de respecter son conseil municipal, y compris ses oppositions. Et là, je pense que
c'est une case que le maire de Ramonville ne coche pas toujours. En conseil municipal, il refuse le débat sur un certain nombre de nos motions. Pour autant, quelques mois, quelques années après, il reprend nos propositions. On en a un certain nombre sur le fonds vert, où on parlait de rénovation énergétique. Nous avions déposé une motion en faveur du déploiement du fonds vert qui nous a refusé. Et 2 ans plus tard, on voit effectivement des financements du fonds vert qui arrivent pour la rénovation de l'école Jean Jaurès. Et c'est très bien. Mais pourquoi avoir refusé notre motion si ce n'est pour nier la démocratie représentative que nous représentons? Et en ce qui concerne la démocratie participative, ce qui a été mis en place, ce qui est mis en place aussi à Castanet, par exemple, avec des agoras ou des choses comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ça ne fonctionne pas à Ramonville. Prenons les budgets participatifs, c'est 300 000 euros, alors qu'ils étaient avant tous les ans, maintenant qu'ils sont tous les 2 ans. Il y a un certain nombre de projets qui ont émergé. Je pense à l'aménagement paysager d'une parcelle qui devait être vendue aux enchères pour un promoteur et qui a fait l'objet d'un budget participatif pour être aménagé avec un projet de land art magnifique. Budget participatif 2023-2024, si je ne me trompe pas, ou 22-23 même. On est en 2025, le projet n'a toujours pas sorti de terre. Voilà. Deuxième chose, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un budget participatif pour poser des arceaux pour les vélos ou des toilettes publiques? Non, ça c'est de la compétence directe de la mairie. Et puis ensuite, sur le vote du budget participatif, il y a une vérification des votes qui est pas assurée. Très clairement, tout le monde peut voter, y compris des gens qui n'habitent pas Ramonville et qui ne travaillent pas à Ramonville. Et donc, finalement, je pense que cette démocratie participative est un échec. D'accord. Et alors, est-ce que vous maintiendrez ces organisations-là si jamais vous êtes élu? Bien sûr, mais sous une autre forme. Je sais que vous avez dernièrement bataillé autour du budget à l'occasion du conseil municipal. Qu'est-ce que vous reprochez au maire de Ramonville? Il faut préciser que comme celui de Castanet, il a été dans l'obligation d'augmenter la taxe foncière. Il s'en défend en disant que c'est le seul levier aujourd'hui que peuvent avoir les mairies pour pouvoir se financer. Je sais que vous n'êtes pas d'accord sur cette situation. Qu'est-ce que vous lui répondez? Non, je ne suis pas d'accord du tout sur cette situation. Nous, on a regardé un petit peu l'évolution de la fiscalité sur un grand nombre de communes autour de Ramonville sur une dizaine d'années. Et en fait, il y a un grand nombre de communes qui n'ont pas touché au taux communal de taxe foncière, alors qu'à Ramonville, il a augmenté ce taux de 60% sur 10 ans. Donc, il n'y a pas que le levier fiscal, effectivement, il y a la baisse de la dépense publique, et ça, c'est un sujet qui est tabou pour M. Lubac. Comment fait-on justement pour limiter les dépenses publiques? Alors déjà, il faut des indicateurs, et ça, M. Lubac ne les a pas. Depuis le début du mandat, nous lui réclamons des indicateurs budgétaires. Toute politique budgétaire, elle se construit avec des ratios, avec des projections sur ces ratios, et M. Lubac est incapable de nous les donner. Donc nous, on pense que déjà, il y a un défaut dans l'analyse des finances publiques à Ramonville. Une fois qu'on aura ces ratios, et donc nous, très clairement, on arrive en responsabilité, on va faire un audit financier pour avoir ces données-là. Une fois qu'on a ces ratios, on fait des choix de quelle politique publique on maintient et de quelle politique publique, effectivement, on peut se passer. Je vais vous donner un exemple très concret. En 2022, le maire de Ramonville décide par une convention de reprendre la concession des berges du canal auprès de VNF. Voilà. Avec comme objectif d'embellir les berges et de rénover le port technique. Résultat des courses, aujourd'hui, aucun travaux n'a été engagé. La gestion par l'équipe portuaire vis-à-vis des habitants des péniches pose de grosses difficultés, avec des expulsions de bateaux, des situations sociales très compliquées, des dépôts de plaintes, je vous en passe. Voilà. Pourquoi ? Parce que nous n'avions ni les ressources humaines, ni les ressources financières pour prendre en charge cette politique publique.
tenter de réduire les dépenses publiques, ça implique aussi une diminution des services publics, ça implique éventuellement une diminution de la masse salariale, d'autant que cette masse salariale a fortement augmenté avec le dégel du point d'indice et puis l'inflation. Donc si vous deviez faire des diminutions de dépenses publiques, qu'est-ce que vous envisageriez comme diminution? Quelles dépenses envisageriez-vous de réduire et comment? Donc, la première question, la première réponse, c'est effectivement des choix de ce qu'on fait en interne ou de ce qu'on ne fait pas ou de ce qu'on sous-traite. Voilà. Et pour ça, il faut des indicateurs que, pour l'instant, nous n'avons pas. La deuxième chose qui découle de ça, c'est effectivement la question sur la masse salariale. C'est pareil. Là, à mon avis, il va falloir faire un audit des ressources humaines pour voir comment fonctionnent les services, pour permettre également aux agents de travailler mieux, de manière plus efficace et avec un meilleur bien-être au travail. Il faut savoir qu'il y a un turnover assez important dans les services municipaux de Ramonville, d'une part, et d'autre part, il y a actuellement des services qui sont audités parce qu'il y a du mal-être au travail. Et ça, évidemment, que ça pèse sur l'absentéisme, sur l'efficacité au travail, etc. Donc ça, c'est un sujet clé sur lequel nous allons nous pencher. L'insécurité maintenant, je sais que là aussi vous vous êtes opposé au maire Christophe Lubach. C'est un sujet qui préoccupe énormément les Français. Alors il y a un sentiment d'insécurité, mais il y a la véritable insécurité aussi, avec des chiffres qui sont alarmants autant au niveau national que local. Quelles mesures proposeriez-vous pour répondre à ce que certains qualifient de l'ensauvagement de la société ? À Ramonville, très concrètement, rien n'a été fait ou très peu. Il y a plusieurs mesures que nous proposons. La première, c'est le déploiement de la vidéoprotection, qui est un outil à la fois de prévention, puisque, comme les gendarmes le disent, ça a un effet plumeau, c'est-à-dire que ça repousse la délinquance en dehors des zones qui ne sont pas équipées de caméras. Et puis, ça a un effet de preuve pour les gendarmes, puisque ça génère des images qui peuvent être exploitées ensuite dans le cadre des enquêtes. Donc ça, c'est le premier outil. Toutes les communes sont équipées, quasiment. Même les petites communes des coteaux, maintenant, vont s'équiper. Monsieur Lubach va vous dire ça a un coût. Je lui réponds non, ça n'a plus de coût important. Le maire de Baziège vient de s'équiper de 28 caméras. Ça lui coûte 1 200 € par mois pour les 28 caméras en leasing, avec la maintenance inclus. Et dans 3 ans, on lui change ses caméras. Voilà. Donc, il n'y a plus de coûts liés à la vidéoprotection. Alors, c'est vrai que l'opposition de M. Lubach, c'est le coût, mais c'est aussi l'efficacité, puisqu'il dit que ça nécessite une surveillance humaine constante et des équipes mobiles pour être efficace, ce qui représente forcément un coût, mais aussi en termes d'efficacité, parce que s'il n'y a personne derrière les images pour intervenir, eh bien, finalement, ça ne sert à rien. Mais il y a l'effet dissuasif, dont je vous ai parlé, et je reprends l'exemple du maire de Baziège, qui a fourni des chiffres. Depuis que sa commune est équipé depuis 2014, il a réduit de 68% le nombre de délits sur sa commune. Donc ça a un effet, il n'a pas des équipes mobiles en permanence mobiles, et donc cet effet dissuasif, il joue beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres points sur la question de la sécurité que vous allez aborder à l'occasion de cette campagne électorale? Bien sûr, il y a les effectifs de la police municipale. Là, actuellement à Ramonville, nous avons 3 policiers municipaux et 2 ASVP pour 15 000 habitants. La moyenne nationale, elle est à 6 policiers municipaux pour 10 000 habitants. Si on se cale là-dessus, ça veut dire 9 policiers municipaux. Donc, globalement, nous allons doubler les effectifs de la police municipale à Ramonville. Donc, clairement, la nuit, en fait, à minuit ou 1h du matin, on attend la porte, en fait, à côté claquée. Mais on ne sait pas si c'est un locataire ou c'est quelqu'un, en fait, de dangereux. Et puis aussi, se retrouver aussi avec des personnes, en fait, parfois le matin, en ouvrant la porte, des personnes, en fait, couchées devant, en fait, mon appartement. Donc, niveau insécurité, on est vraiment sur, en fait, des sommets, quoi. Mais on voit en fait clairement des SDF en fait, devant qui sont en train de fumer en fait soit leur drogue en fait là. Vous avez été alerté par des habitants, les habitants de la place Marnac par exemple, qui eux vivent aussi à la fois l'insalubrité de leurs logements sociaux, mais également une forme d'insécurité. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens qui peuvent se retrouver dans ces situations-là et qui alertent les pouvoirs publics, comme leurs bailleurs d'ailleurs, sans avoir de réponse? Avec vous, qu'est-ce qui pourrait changer si jamais vous êtes élu?
Déjà, moi, je m'occuperai d'eux au lieu d'invoquer des arguments nationaux lors du conseil municipal, lorsque j'ai interviewé le maire sur cette question qui est très locale, puisque c'est un immeuble qui est à 200 mètres de la mairie, avec des situations sociales, vous l'avez dit, qui sont dramatiques. La réponse qu'il m'a faite, lui, c'était sur des arguments nationaux que les habitants n'entendent pas du tout et qui ne vont pas résoudre leurs problèmes. Ces habitants-là, ils réclament également la vidéoprotection. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, il y a l'effet dissuasif et puis il y a les éléments de preuve. Voilà. Alors, il a été aussi soulevé l'espèce de monopole que pourrait avoir aujourd'hui un bailleur social particulier à Ramonville, sur les chalets, pour ne pas les citer. Là aussi, qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Est-ce qu'il est bon qu'un seul et unique bailleur social ait à peu près tout le marché, entre guillemets, du logement social à Ramonville ? Oui, alors pour préciser, tout le marché social, ça veut dire 70% du parc social de Ramonville est géré actuellement par les chalets. Donc bien sûr que cette situation de monopole n'est pas souhaitable et qu'elle n'existe dans aucune autre commune. Vous regardez à Castanéa, Saint-Orens, il y a 4-5 bailleurs sociaux qui se partagent effectivement le logement social et c'est sain. Voilà. Donc cette situation de monopole, nous la déplorons. Et d'autre part, en fait, les problèmes de gestion locative, on les voit arriver depuis des années. C'est pas récent, que ce soit à l'écoquartier Maragon-Floralie, à la Pérade, à la place Marnac, maintenant, avec la situation que vous avez couverte. Il y a aussi une situation un petit peu particulière, c'est du côté du métro, qu'une opération XXL avait été menée, une opération de sécurité. Est-ce que c'est un point qui pourrait s'enquister à l'avenir avec du trafic de drogue qui a été constaté et avec des violences, notamment à la sortie du métro ? Alors, plusieurs choses. Des chiffres. L'usage de stupéfiants à Ramonville, plus 600% entre 2017 et 2023. Et là, le maire va vous dire « Ah oui, non, mais c'est parce qu'il y avait des opérations anti-stup et c'est ça qui a fait gonfler les chiffres. » Nous venons d'avoir les chiffres de 2024 qui confirment les chiffres de 2023. Donc, on est au-delà de 600% d'usage de stupéfiants. On va parler de la société inclusive parce que je sais que c'est une des questions qui vous interpellent. Alors deux questions sur ça. D'abord, le contexte de fracture sociale que l'on connaît un petit peu en France. Christophe Guilly parle de France périphérique en l'opposant à la société urbaine. Jérôme Fourquet parle d'archipélisation de la société. Comment envisagez-vous une politique locale, inclusive et fédératrice dans une France, une société qui est de plus en plus en proie à des communautarismes et à des difficultés? Mais c'est justement le rôle de la puissance publique, de permettre cette cohabitation et cette coéducation en fait de toute la société. Alors je viens de prononcer le mot d'éducation. Moi je suis enseignante et je forme les futurs enseignants et je crois au rôle de l'éducation et de l'ascenseur social pour permettre effectivement l'émancipation des jeunes, pour permettre également l'égalité entre les femmes et les hommes dans la société comme en politique. Et donc, le rôle de l'éducation pour réduire ces fractures sociales est fondamental. Et est-ce que la culture fait partie aussi des objectifs que vous fixez si jamais vous êtes élu maire de Ramonville ? Eh bien, le sujet de la politique culturelle à Ramonville est un vrai sujet, puisque le maire a fait le choix en 2022 de déléguer la politique culturelle à une association, Arto, pour laquelle je pense qu'elle fait tout à fait bien son travail, mais à mon sens, la politique culturelle, c'est un vrai choix politique d'une équipe municipale de dire qu'est-ce que je propose à mes habitants, est-ce que je propose pour tous les publics. Il faut savoir qu'à Ramonville, on a un centre culturel qui a un magnifique équipement culturel, mais qui malheureusement n'est pas fréquenté par beaucoup de Ramonvillois parce que l'offre culturelle ne leur correspond pas. Alors quelle est la réponse que vous allez donner ? Ça voudra dire que demain, si vous êtes élu, il y aura un véritable service culturel et peut-être que vous écarterez Arto ? Comment on doit comprendre ce que vous dites ? Alors Arto, c'est le premier acteur du festival de rue et donc il n'est pas question évidemment de leur retirer ceci. C'est une discussion qu'on aura avec notre équipe. Aucune décision n'est prise pour l'instant.
À Ramonville, on a un parcours d'enseignement qui s'appelle le parcours bilingue langue des signes français écrit, qui va de la maternelle au CM2 et qui se poursuit ensuite au collège et au lycée, et qui est quasiment unique en France. Il y en a 3 en France. Et donc, qui suscite l'intérêt de beaucoup de personnes sourdes partout en France et qui déménagent pour venir scolariser leurs enfants parce qu'il y a il y a un parcours d'excellence avec de la réussite et des enfants qui peuvent ensuite accéder à des professions comme vous et moi. Moi, ce que je reproche au maire de Ramonville, c'est qu'il a signé une convention avec le rectorat pour limiter le nombre d'enfants sourds à 56, alors même que jusqu'ici, pendant des années, on a pu accueillir jusqu'à 70 élèves sourds sans qu'il y ait aucun problème, ni de locaux, ni d'équipe pédagogique, ni d'encadrement. Et donc, moi, je souhaite mettre les moyens financiers et humains pour valoriser ce parcours parce que c'est une richesse pour la ville et qu'il mérite d'être pérennisé. Et est-ce qu'il y a d'autres actions comme ça que vous souhaiteriez mettre en œuvre sur la question de l'inclusion ? En 2020, on avait fait un diagnostic en fauteuil roulant pour vérifier si l'accessibilité de la voirie était assurée. On a refait ce parcours récemment et rien n'a bougé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le maire de Ramonville est resté sur ses acquis ? Parce qu'en effet, comme encore une fois je vous le disais, Ramonville a quand même été moteur sur toutes ces questions-là. Alors, quand vous dites Ramonville est moteur, effectivement, on a l'ASEI, mais qui est une association qui a plusieurs centres localisés sur la commune de Ramonville, mais qui n'est pas géré du tout par la commune. C'est juste qu'on a une population plurihandicapée qui vit sur la commune. Et donc ça, c'est également une richesse. Non, moi, je pense que tous les moyens n'ont pas été mis, effectivement, pour rendre Ramonville véritablement inclusive et qu'il y a beaucoup de sensibilisation au handicap sans qu'il y ait des actions effectives qui le soient. Je vais vous donner un dernier exemple. Nous, dès 2020, nous avons demandé à ce que les conseils municipaux soient interprétés en langue des signes. Ça peut l'être soit en direct, soit en différé. Effectivement, ça réduit le coût de l'interprétariat. On est en 2025, c'est toujours pas le cas. Sur le plan économique, est-ce que vous avez des propositions à faire pour le petit commerce ou pour le développement de l'industrie à Ramonville ? Le métro va arriver sur la Belge. On sait très bien que le Sicoval va se développer de façon très exponentielle. C'est déjà le cas, mais ça va sans doute accélérer. Qu'est-ce que vous envisagez ? Est-ce que vous avez déjà des pistes de travail sur ces questions-là ? Oui, on a des pistes déjà sur le petit commerce. Effectivement, il n'y a quasiment pas de soutien de l'équipe actuelle au petit commerce. Alors, comment la municipalité peut soutenir ? Elle peut déjà favoriser des événements festifs. On avait dans nos idées une grande braderie annuelle, un marché de Noël dans lequel les commerçants locaux puissent venir vendre leurs produits et pas faire venir des commerçants extérieurs. Il y a un partenariat qui peut être fait sur des événements de la municipalité avec les commerçants locaux. Quand on fait des événements municipaux, faire travailler les commerçants locaux, le boulanger du coin, le traiteur du coin, etc. Tout ça n'existe pour l'instant malheureusement pas. On voit une scène politique nationale à gauche marquée par une alliance entre l'extrême gauche, qui est de plus en plus radicale, et une gauche de gouvernement qui semble dépendante de cette frange. Si je vous pose la question, c'est parce que Christophe Lubac ne fait plus partie du Parti socialiste et qu'il va falloir lui aussi qu'il compose une liste. Est-ce que vous serez attentive aux personnes et aux partis politiques qui feront partie de cette liste ? Est-ce que pour vous, c'est une question aujourd'hui qui se pose lorsqu'on voit le comportement, par exemple, d'un certain nombre d'élus de la France insoumise, pour ne parler que d'eux? Oui. Alors, la première chose, c'est que je pense qu'il ne faut pas reproduire en local les clivages nationaux. En tout cas, nous, c'est dans cet esprit-là que nous allons construire notre équipe. Pour autant, il y a des lignes rouges.
Et effectivement, la France Insoumise en fait partie. Et je vois que le maire de Ramonville s'est rallié à la France Insoumise et nous le déplorons et nous en prenons acte. Dernière question, est-ce que vous êtes optimiste? Parce que c'est vrai qu'aux dernières élections, vous aviez fait un très bon score dans des conditions difficiles, puisque c'était la période du Covid. Il semblerait cette fois-ci qu'il n'y ait que 3 listes dès le premier tour. Est-ce que vous êtes optimiste et quel message vous souhaiteriez passer aux Ramonvillois et Ramonvilloises? Si je suis là, c'est que je suis optimiste et que nous avons une très belle équipe qui est en train de se construire et qui va construire un projet, encore une fois, en dehors des partis politiques, en prenant des problématiques locales et en allant voir aussi sur les autres communes ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Voilà. Vous dites que vous êtes très attaché au terrain, puisque c'est souvent lorsque vous échangez lors du conseil municipal avec le maire de la ville, vous lui faites souvent remarquer que vous êtes sur le terrain et ce qui remonte, votre parole, c'est celle qui remonte du terrain. Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut encore faire lorsqu'on est premier magistrat ou première magistrate de la ville? Et encore mieux, encore plus. Donc vous l'avez dit, moi je suis quasiment tous les samedis matins au marché. Et ça continuera. Une fois que nous serons élus, nous aurons un stand au marché, le maire à votre écoute ou ce genre de choses, puisque les Ramonvillois, spontanément, ont besoin de venir partager et de trouver des réponses à des toutes petites problématiques. Et encore une fois, je vais revenir sur une proposition que nous avions faite en conseil municipal, qui était celle qu'une fois que la séance du conseil municipal était terminée, les Ramonvillois puissent venir poser des questions sur leur quotidien, sur la voirie, l'éclairage, etc., que ce soit en lien ou pas avec le conseil municipal. Et le groupe majoritaire a évidemment refusé à nouveau notre proposition. Nous le mettrons en place. Res Publica Vox. Res Publica Vox.